Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Un peu spécial aujourd'hui car nos lecteurs abonnés ont été invités à assister à ce débat. Un débat consacré aujourd'hui à la consigne des emballages. Elle pourrait faire son retour en France. Depuis plusieurs mois, l'État consulte sur cette question. Il estime en effet que cet outil pourrait augmenter les taux de collecte et de recyclage des bouteilles et canettes. Mais est-ce la bonne solution ? Comment mettre en place une consigne réellement efficace et surtout avec un bilan environnemental favorable? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Laura Châtel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer à l'ONG Zero Waste. Clarissa Morawski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la plateforme européenne Reloop qui promeut le retour de la consigne. Et Bertrand Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller environnement de l'ADCF, l'Assemblée des intercommunalités. Alors, rapide contextualisation des enjeux. Une nouvelle directive votée en juin 2019 demande aux pays européens de collecter 90% des bouteilles plastiques mises sur le marché. Un objectif à atteindre en 2029, soit dans 10 ans. Les États peuvent utiliser tous les moyens à leur disposition. La consigne en est un parmi d'autres. Madame Morawski, en Europe, y a-t-il des pays qui atteignent déjà ces objectifs européens ? Oui, il y a à peu près 9 pays en Europe qui ont des systèmes de consigne et le moyen de taux pour les bouteilles de boissons en plastique, c'est 90%. Et j'imagine c'est pour ça que l'Union européenne a mis un objectif de 90%. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont mis la consigne en place qu'ils ont réussi à atteindre ce taux ? Absolument. Il n'y a pas de pays au monde qui a un objectif comme ça avec un système non consigné. Ça n'existe pas. Laura Châtel, la France, comment elle se positionne par rapport à ses voisins européens qui, certains, ont déjà des bons objectifs ? Est-ce qu'elle est en bonne voie ? Est-ce qu'elle est en retard ? On en est à combien, nous, en France ? Sur les taux de recyclage, la France, elle est globalement en milieu de tableau. Selon qui va vous donner les chiffres, on oscille entre 58% de taux de recyclage pour les bouteilles plastiques à 70% si on prend uniquement les bouteilles plastiques triées par les ménages chez eux. Clairement, on n'est pas du tout au niveau des taux de recyclage observés dans certains pays du nord de l'Europe. On n'est pas non plus une catastrophe internationale dans le sens où le tri a quand même été développé depuis 20 ans maintenant. Donc il y a des bons taux de base. Mais c'est sûr qu'on a aujourd'hui du mal, notamment à aller récupérer les emballages, notamment les bouteilles plastiques qui sont consommées hors domicile. Parce que pour le coup, là, la France a un vrai retard sur le développement du tri au travail, dans la rue, dans les gares. Là, pour le coup, l'offre de tri n'est pas présente. Et vous pensez aussi que la consigne pourrait permettre d'augmenter ce taux de collecte et de recyclage ? Alors oui, je pense que c'est vrai que quand on regarde les exemples étrangers, il est évident que la mise en place d'une consigne permet de faire progresser les taux de recyclage. Après, d'un point de vue d'ONG environnementale, c'est vrai que quand on entend cet objectif de 90% à 10 ans, la réaction spontanée, c'est de se dire mais en fait, dans les 10 années qui viennent, la priorité absolue, c'est surtout de réduire les quantités d'emballages jetables mises sur le marché. Donc c'est vrai qu'on a cet objectif qui a l'avantage d'être chiffré de taux de recyclage. En réalité, ce qui nous intéresse le plus dans la consigne, c'est comment elle peut aussi permettre de réduire les quantités d'emballages jetables. Oui, parce que certains qui la critiquent trouvent que ça va au contraire verdir la bouteille plastique puisqu'elle sera collectée, recyclée en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a un risque que ça fasse un peu de greenwashing autour de l'emballage plastique ? Oui, je pense que c'est un risque. C'est un risque que d'ailleurs les ONG environnementales avaient identifié assez vite. Maintenant, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que du coup la consigne serait un mauvais outil en tant que tel. Il y a des moyens de l'encadrer pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un outil qui permette de faire progresser les taux de recyclage, mais aussi d'augmenter les tonnages global mis en marché, mais que ce soit un véritable outil au service de la réduction. Par exemple, ça se joue sur l'information qu'on donne aux consommateurs. La consigne aujourd'hui en France, c'est quand même perçu comme quelque chose d'extrêmement positif parce que ça fait appel à cet imaginaire de la bouteille en verre, donc du réemploi, c'est-à-dire la bouteille en verre qui est lavée et re-remplie. Il faut, si on met en place la consigne, y compris pour recyclage, qu'on informe correctement le consommateur, qu'on lui dise cet emballage que vous achetez, il est consigné, mais il est à usage unique, il sera uniquement recyclé si vous le ramenez. Cet emballage, par contre, lui, il est consigné pour réemploi. Et donc, il faut réussir à faire cette distinction-là pour que le consommateur puisse aussi faire un geste d'achat en se disant bon, bah, là, je réduis encore plus les déchets parce que je vais acheter une bouteille en verre qui est consignée pour réemploi.
Bertrand Massé, certaines collectivités voient d'un mauvais œil l'arrivée de la consigne. Quelle est la position de votre association sur la question ? La DCF s'est assez rapidement prononcée en opposition à la consigne. Pas par principe, pas pour défendre un financement comme certaines collectivités individuellement ont pu l'exprimer, mais parce que les collectivités en France se sont engagées dans un système de collecte séparée depuis de nombreuses années, qui est propre à la France, dans lequel aucun pays n'est sans doute allé aussi loin. Et donc, elles se sont tellement engagées dans ce système qu'elles viennent encore, il y a quelques années, en 2015, de décider de l'extension des consignes de tri des plastiques, c'est-à-dire... Toutes les consignes à domicile. Voilà, toutes les consignes à domicile, et simplifier le geste de tri du citoyen, faire en sorte que tous les plastiques, tous les emballages plastiques puissent être placés dans le bac jaune. Ce qui doit, à terme, accroître bien sûr la collecte des emballages qui ne sont pas actuellement collectés, mais aussi améliorer la collecte de ceux qui le sont déjà, et notamment des bouteilles. C'est la raison pour laquelle les collectivités, pour mettre en place cela, ont engagé des investissements lourds sur des centres de tri, et ont lancé également de nombreuses campagnes de sensibilisation de leurs citoyens. Dans ce contexte-là, il nous paraît curieux, voire incompatible, de vouloir développer un nouveau système seulement quelques années après avoir décidé celui-ci, et donc sans avoir pris le temps d'évaluer ses effets. Et nous pensons que l'extension des consignes de tri, couplée à une action sur la collecte des emballages jetés en hors foyer qu'évoquait Laura, ces deux actions combinées doivent permettre d'atteindre l'objectif des 90% en 2029. Vous pensez que la France, dans 10 ans, pourrait atteindre des niveaux similaires à ses voisins européens, rien qu'en améliorant la collecte à domicile et en hors foyer ? Et le hors-foyer. Par le système actuel. Bien sûr, il reste bien sûr une autre part qui est à la charge des entreprises, sous le contrôle de l'État, qui est d'améliorer le tri en entreprise, mais ça, ce n'est pas du domaine de la collectivité. En revanche, les collectivités prennent leur part sur la partie ménage et sur la partie corbeille de rue, où là, effectivement, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, c'est un déchet qui est assez mal trié, et les collectivités doivent pouvoir agir sur ce domaine-là. Et ces trois axes combinés doivent permettre d'atteindre l'objectif. Qu'est-ce qui ferait que la France serait le seul pays européen à réussir cet exploit ? Parce qu'on serait les seuls à atteindre ce 90% sans consigne. Il y a des intercommunalités, puisque c'est au niveau de l'intercommunalité que s'opère la collecte des déchets ménagers. Il y a des intercommunalités aujourd'hui qui sont déjà dans cet ordre de taux, autour de 80%. On est donc à 80% et il reste 10 ans pour atteindre les 90%. Il y a des collectivités où ça se passe moins bien. Celles-ci, elles ont de grandes marges de progression en performance, on le voit, mais aussi dans les outils dont elles peuvent se saisir. Dans l'extension des consignes de tri, c'est souvent des territoires où l'extension n'a pas été faite. Aujourd'hui, oui, tous les territoires ne sont pas concernés. Non, il en reste encore. De l'ordre de, je dirais, 40% de la population. Et l'objectif est qu'elle soit étendue d'ici à 2023. D'accord. Donc déjà, là, on a une marge de progression. Absolument. Avec... Et l'extension des consignes de tri, donc, qui s'opère depuis 3 ans, témoigne d'évolutions significatives. Sur la 2018, on a une augmentation des collectes de bouteilles plastiques de 5%. Grâce à cette extension. Grâce à cette extension. Clarissa Morawski, quand vous entendez ça, est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il y a certains pays européens qui étaient dans une situation similaire à la France, avec un système de collecte bac jaune bien développé, et qui ont pourtant choisi de mettre en place la consigne ? Et est-ce qu'il y a eu des... Tous les systèmes de consigne en Europe, ils ont les deux. Ils ont un système... élargie de la responsabilité élargie de la producteur, un bac jaune pour tous les emballages et des fois même le papier, et un système de consigne. C'est comme ça en Allemagne, en Norvège, en Suède, etc. Partout. Canada. La crainte des collectivités, c'est de voir ces bouteilles en PET, qui est une matière recyclable, mais surtout qui a une valeur aujourd'hui sur le marché du recyclage. Leur crainte, c'était de voir ces bouteilles-là, du coup, sortir de leur filière, de leur centre de tri, et du coup, faire baisser la rentabilité des centres de tri qu'elles avaient récemment remises aux normes, etc. Est-ce que vous avez constaté une baisse de rentabilité des centres de tri dans les pays où la consigne a été mise en place? Alors, pour les centres de tri, on a juste fait une étude sur ça. Pour France, il va y avoir des pertes de recettes pour la valeur des matériaux qui vont aller, les canettes et les bouteilles en plastique. Mais il va y avoir encore plus d'emballage qui va rentrer dans les centres de tri parce qu'on a des nouveaux objectifs pour tout l'emballage au niveau Union européenne. Alors, le poids ou le volume de matériaux qui va rentrer dans les centres de tri, ça ne baisse pas beaucoup. Mais oui, les recettes, ça va baisser environ 65 millions d'euros
par l'année Par an. 2029. Mais quand on regarde l'effet sur les collectivités, c'est très important. Les collectivités, ce n'est pas seulement des centres de tri. Ils doivent collecter toutes les ordures, collecter les porte-à-porte, recyclables, ils doivent payer pour traiter les ordures et ils doivent aussi collecter les déchets sauvages. Ce sont tous des coûts. Alors, si vous regardez les économies, parce qu'il doit gérer moins de choses, de bouteilles. Il aura moins de volume à gérer. Moins de volume, ça veut dire moins de coûts. Alors, on a fait une deuxième étude pour regarder les coûts de collection. Et les collectivités, ils vont avoir beaucoup d'économies dans la collecte, parce que ça, c'est vraiment où ça coûte beaucoup d'argent, la collecte. Et ils vont gagner plus d'économies que de pertes dans les centres de tri. Alors nous, avec nos deux études, à peu près des économies de 48 000 $ par l'année 2029 par an. 48 millions d'euros millions d'euros, pardon. 48 millions d'euros par an sur la période 2020-2021. Exactement. Madame Châtel, en France, donc il y a une mission qui a fait un travail de préfiguration de la consigne. Elle vient de rendre son rapport final et elle est assez finalement optimiste aussi sur ces sujets de pertes financières. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Madame Morawski quant aux conséquences financières pour les collectivités? C'est difficile parce que je suis moins experte, donc si vous voulez, sur ces sujets-là, on entend les uns et les autres et on se dit, bon, c'est assez difficile de déterminer exactement qui a raison. Je pense que la situation sera peut-être aussi différente selon les collectivités. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, l'arrivée d'un système de consigne implique quand même de revoir les contributions versées par les autres types d'emballages, ceux qui continueront à utiliser le bac jaune. Parce que les coûts de collecte, même si peut-être qu'ils seront réduits parce qu'on va pouvoir baisser les fréquences de collecte dans un certain nombre d'endroits, il y a quand même des coûts fixes qui resteront sans doute à peu près au même niveau, même si on sort les bouteilles plastiques. Donc ça implique sans doute l'arrivée de la consigne, mais ce n'est pas insurmontable, je pense, comme réforme, d'augmenter peut-être un petit peu les contributions payées par les autres types d'emballages, les pots de yaourt, les films plastiques, tous ces emballages-là qui, en plus, sont souvent les emballages quand même les moins recyclables, donc ceux qui coûtent le plus cher globalement à la société et à l'environnement. Ceux-là, oui, peut-être qu'ils vont devoir payer un petit peu plus cher pour couvrir les pertes des bouteilles plastiques et que les collectivités locales s'y retrouvent financièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les collectivités qui organisent la collecte et le traitement des déchets, et les coûts que ça représente lui sont remboursés en partie par les metteurs sur le marché, ceux qui mettent en place, qui mettent sur le marché les emballages. Et du coup, si ça voudrait dire que les metteurs sur le marché de bouteilles plastiques n'auraient plus à payer ces coûts de collecte, puisque eux, ils financeraient la consigne, mais les autres emballages qui ne sont pas dans la consigne, eux se verraient du coup responsables de tous ces coûts, en tout cas du remboursement de ces frais. C'est ça. Il y a un principe en fait de taux de couverture des coûts à 80% des coûts dits optimisés de la collecte des déchets recyclables. Donc évidemment, il y a beaucoup de débats sur cette notion de optimiser. Qu'est-ce qu'un coût optimisé? Mais je pense que Bertrand pourra peut-être un petit peu plus expliciter le débat. Mais clairement, le principe, c'est que les autres types d'emballages continuent de couvrir au moins 80% des coûts de cette collecte des déchets recyclables qui continueront d'être produits par les ménages, qui continueront de venir dans le bac jaune, qui continueront de nécessiter des centres de tri, etc. Et d'un point de vue d'ONG environnementale, si vous voulez, ce principe-là n'est pas du tout absurde, puisqu'on se dit aussi que si les contributions augmentent un petit peu sur les autres types d'emballages, peut-être que ça peut amener un petit peu plus de rationalité dans l'usage qu'on fait du plastique, dans le suremballage, dans la recyclabilité des emballages, puisque évidemment, moins votre emballage est recyclable, plus vous payez. Donc finalement, tout ça, d'un point de vue aussi purement environnemental, le bilan pourrait être pas positif. Forcément une mauvaise nouvelle. Je comprends, cela dit, l'inquiétude des collectivités qui se demandent si vraiment ça va se passer comme ça ou si, pour le poser schématiquement, elles vont se faire avoir. Voilà, je pense que c'est là où il faut peut-être aussi poser les bases pour rassurer un petit peu tout le monde et qu'on soit bien d'accord sur le fait que l'idée n'est pas de mettre à plat le service public de gestion des déchets.
je pense que c'est le but, en tout cas, c'est le but de personne. Et c'est vrai que certains metteurs sur le marché pourraient du coup être intéressés pour peut-être basculer vers la consigne, du coup, qui lui leur serait peut-être plus favorable économiquement, finalement. Ou encore mieux, vers plus d'emballage du tout, moins d'emballage du vrac, le réemploi. Voilà, ok. Monsieur Massé, du coup, quel regard vous portez, vous, sur la crainte financière? Est-ce que c'est un point vraiment important pour vous, ou finalement vous êtes rassuré, vous pensez que ce n'est pas sur ce point-là que les collectivités ont à craindre de la consigne? Je ne vais pas dire qu'on est rassuré, mais du côté de la DCF, on a dès le début estimé que ce n'était pas l'enjeu essentiel du débat de la consigne. Pour nous, le sujet de la consigne, ce n'est pas celui de la couverture des coûts, ce n'est pas celui du problème financier, c'est vraiment un problème environnemental, philosophique. Alors après, on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, notre préoccupation, c'est de dire que cette consigne, elle intervient peut-être trop tôt, et peut-être donc inutile, par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés d'améliorer l'ensemble de la collecte et l'ensemble du traitement des déchets, et pas uniquement des bouteilles. Alors effectivement, aujourd'hui, on est face à un objectif européen de collecte des bouteilles en plastique. C'est un objectif auquel on n'a pas été tellement associé, alors même que nous sommes des autorités publiques compétentes pour le traitement de ce sujet. Mais aujourd'hui, cet objectif existe, et c'est ce qui explique la position d'écoute de la DCF sur ce sujet de la consigne, parce que nous pensons que notre système permet d'atteindre l'objectif requis. Néanmoins, on est à l'écoute de ce que peuvent dire les citoyens, de ce que semblent dire les citoyens, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de décryptage à faire, des sondages qui peuvent être faits. C'est vrai que la consigne a une très très bonne image. Mais il resterait à creuser la façon dont la question leur est posée, comme souvent dans un sondage. Et puis on est à l'écoute du gouvernement et on partage son objectif d'être en règle avec l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on entend cette demande de consigne. On ne peut pas fermer totalement la porte à cette hypothèse. Et du coup, vous êtes plutôt inquiet sur l'intérêt environnemental de la consigne et le bilan finalement? On s'interroge beaucoup, effectivement. C'est une demande qu'on a formulée dès le début avec d'autres associations d'élus, de pouvoir disposer d'une vraie étude d'impact globale, environnementale, comportementale, sociétale, économique. Il y a des impacts, il y a des emplois qui sont derrière tous ces sujets dont on est en train de parler, en matière de recyclage notamment. Notre position est effectivement de dire que la consigne risque de perturber le geste de tri du citoyen. On a un geste de tri qui aujourd'hui va vers une simplification, et introduire une consigne à ce stade, alors qu'on sait, il y a de nombreuses études qui ont été menées sur le comportement des Français en tout cas, qu'est-ce qui les freinait dans le geste de tri, c'était cette consigne un peu variante, ces règles de tri un peu variantes d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et on est en train d'aller vers une simplification, et c'est à ce moment-là qu'on dit non, on va introduire la consigne et donc sortir un certain nombre d'emballages du bac jaune qui était en train de se simplifier. Notre réflexion est de dire effectivement, laissons le temps de poser un peu la simplification du bac. Alors du coup, admettons, on vous laisse un petit peu de temps, on vous rassure, on fait les bilans environnementaux de la consigne, on vous laisse développer la filière bac jaune, et on se rend compte qu'on n'est pas dans les clous au niveau objectif, où on en est loin encore en 2029 avec ce 90%. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la position qu'on défend à la DCF, de dire qu'on ne peut pas avoir une approche nationale du sujet. Les chiffres connus aujourd'hui montrent que certaines régions sont déjà assez performantes. Je pense à la Bretagne qui est en tête et qui affiche donc un chiffre de 70% de collecte, 70% à l'échelle régionale en 2019. Il est tout à fait raisonnable de penser qu'elle est capable d'atteindre l'objectif. Les 90% de 2029. Et on se dit que les collectivités sont des acteurs publics responsables devant leurs citoyens. Ils ont fait des choix, l'extension des consignes de tri, laissons-leur le temps de le développer. Et ensuite, effectivement, je vous le disais dans un second temps, on est attentif à respecter l'objectif européen. Alors si, à mi-parcours... si on n'est pas dans les clous. Si on n'est pas dans les clous, à 2024, 2025, il faut faire le bilan tous ensemble. Mais le bilan, ça se fait avec les autorités compétentes en matière de collecte des déchets, qui ont pris leurs responsabilités en 2019. Et à ce moment-là, on regarde ce qui n'est pas dans les clous. On se dit qu'un dispositif de consigne, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autre chose d'ailleurs d'ici là qui émerge, ça peut être une solution, mais à l'échelon régional. À l'échelon régional, donc pas une consigne au niveau national. Pas une consigne au niveau national, dès lors que... Seulement pour celles qui sont... Seulement pour les régions, absolument, qui présenteraient un taux en décrochage par rapport à la trajectoire. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir des systèmes de consigne régionales, parce qu'on va avoir des tricheurs qui vont passer dans une région à l'autre avec des bouteilles non consignées pour avoir leur consigne. Aller les déconsigner dans la région d'à côté et inversement. Ça marche des pas. Pays ont mis ça en place? Non, jamais. Alors, admettons, on va partir du principe que, en 2023, en 2024,
les régions ne sont pas dans les clous, on met en place la consigne. Quels sont selon vous les garde-fous à mettre en place pour qu'elle ait vraiment un bilan environnemental intéressant, qu'elle soit vraiment efficace pour la réduction des emballages ou le basculement d'emballage à usage unique vers l'emballage recyclable, recyclable ou réutilisable, ce sera encore mieux. Quels sont à vos yeux les points qu'il faut garder en ligne de mire pour qu'on ait cette efficacité ? Pour moi, pour faire en sorte que la consigne pour recyclage mène vraiment aussi à un basculement vers le réemploi, il y a en gros 3 conditions. C'est d'une part l'information du consommateur, j'en parlais au début, faire en sorte que le consommateur sache quand il achète un emballage à usage unique et quand il achète un emballage réemployable. Et qu'il fasse le choix le moment venu. Et qu'il fasse le choix entre les 2 options. Le deuxième point, c'est une obligation pour les distributeurs de gérer également les emballages réemployables. C'est vraiment le cœur du principe de consigne mixte. C'est en gros dire, si on développe l'infrastructure pour demain transformer tous les commerces de France en gestionnaires, en points de reprise de l'emballage, il faut qu'on réfléchisse aussi directement à y adosser un système de réemploi. Donc il faut que, par exemple, dans les grandes surfaces, ils aient aussi une obligation d'allouer une certaine surface, par exemple, aux emballages réemployables. Il faut peut-être que certaines machines qui soient installées puissent aussi gérer le verre. Il faut que pour les petits commerces, dans les indemnités qu'on va prévoir, on prévoit aussi les indemnités pour gérer de l'emballage réemployable. Enfin voilà, ça c'est la brique distributeur. Et puis la troisième brique, c'est la brique entreprise, la brique producteur. Et là, ce qu'on demande, c'est avoir des objectifs contraignants de réemploi pour les grandes entreprises. Parce qu'il y a un certain nombre... C'est-à-dire ce serait un objectif de mise sur le marché d'emballage réemployable ? Vous aurez demain une proportion minimum de produits à commercialiser sur le marché français dans des conditionnements, dans des emballages réemployables. Aujourd'hui, pour donner une idée, Coca-Cola doit être à 2-3% en France, on n'a pas le chiffre exact, mais de boissons commercialisées en France sous format bouteille en verre réemployable. Et bien demain, c'est dire à Coca-Cola, vous devrez atteindre 5%. Et puis après demain, 6-7%. Quand on parle d'emballage réemployable, on parle que du verre. L'emballage plastique réemployable a-t-il un avenir ? On parle principalement du verre. Il y a aussi, par exemple, en Allemagne, des bouteilles en PET qui sont aussi réemployables. Elles sont souvent réemployables moins longtemps. Elles ont l'avantage d'un point de vue impact environnemental d'être en même temps plus légères, donc le bilan environnemental global et voilà. Cela dit, il y a ensuite sur le plastique des enjeux sanitaires et là pour le coup moi je ne pourrais pas me prononcer mais je ne sais pas si l'emballage réemployable en plastique sur la bouteille en tout cas a vraiment de l'avenir ou si on va logiquement rebasculer vers le verre. En tout cas aujourd'hui l'emballage en verre consigné pour réemploi apparaît aux yeux du consommateur comme une vraie alternative au plastique à usage unique. En Alsace, qui est aujourd'hui la seule région où il y a encore une offre de produits consignés et réemployables vendus en supermarché, les ventes de boissons consignées en verre augmentent de manière très impressionnante donc il y a par de la rapport au pétence plastique. du consommateur là-dessus. Il y a de la pétence. Je pense que le frein consommateur est clairement... ce n'est pas un frein. Je pense qu'il y a une vraie attente. Les 2 freins qu'on a à lever aujourd'hui, c'est le frein producteur, faire en sorte que les entreprises, et notamment les grosses, investissent, et le frein distributeur, faire en sorte qu'on ait vraiment un vrai réseau de points de reprise qui soit satisfaisant. Madame Morawski, si vous aviez des conseils à donner à la France pour mettre en place une consigne efficace, quels seraient-ils ? OK. Premièrement, si vous voulez augmenter les bouteilles pour la réemploi, c'est très important qu'il y ait un consigne sur tous les contenants de boissons. Parce que c'est pas juste si moi je veux acheter une bouteille réemploi, que moi je paye un consigne là-dessus et je dois pas payer un consigne sur une autre bouteille qui est recyclable. Ça, c'est pas juste. Et c'est pour ça que dans les pays où on n'a pas un système de consigne sur les bouteilles usage unique, le taux des bouteilles de la réemploi descend, ça baisse très très vite. Donc il faut que ce soit généralisé. Totalement. Même en Allemagne, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un consigne plus bas sur les contenants réemploi et un consigne plus haut de 25 cents sur les bouteilles usage unique. Pour qu'il y ait un 25 centimes sur les bouteilles plastiques et sur les bouteilles en verre 8 centimes. Ah oui, il y a vraiment une réelle... Ça, c'est une politique très agressive pour atteindre des objectifs plus hauts pour la réemploi. Aussi, les systèmes de consigne doivent être gérés par les producteurs et payés par les producteurs. Tous les
presque tous les systèmes de consigne sont gérés par Coke, Danone, industrie de bière, etc. Ça, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Ils payent pour ça et il y a aussi des recettes qui viennent des personnes qui disent « Ah, je ne veux pas mon consigne, je vais mettre dans le bac noir ou mettre dans le forêt ou ceux qui ne vont pas du coup ramener pour récupérer la consigne. Ce sont des consignes non réclamées. Oui, voilà. Et c'est une très belle opportunité pour la France et pour les collectivités. En France, on a, disons, 20 milliards de contenants qui sont vendus toutes les années en France. Okay? 14 milliards de plastique, bouteilles en plastique et canettes. Si on a un taux de première année, 70%. Il y a 30% de contenants de collection dans le système de consigne. De consigne réclamée, 70%? Oui. Alors, on a 30% qui ne sont pas réclamés. non réclamés. Ça, c'est 450 millions d'euros. Alors, le gouvernement peut dire, on va redonner ça aux municipalités. Pour financer des projets, pour améliorer la gestion des autres déchets, peut-être. C'est les collectivités qui doivent gérer cette 30% le premier année, ou peut-être 20% année 3, ou je ne sais pas quoi. Alors, on ne va pas atteindre 90% après une année. Monsieur Massé. Je vois que je partage beaucoup de points de désaccord avec ma voisine. Je pensais des points d'accord, moi. Alors, dites-nous, est-ce que si on met la consigne, comment faut la mettre en place selon vous? Il y a beaucoup de solutions sans doute pour mettre en place une consigne réussie si jamais il fallait le faire. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Il y a des propositions qui ont été mises sur la table de dire une gestion par les collectivités. Alors vous dites que non. Nous, on dit là aussi pourquoi pas, il faut voir. Une collecte, les collectivités assurent déjà des circuits de collecte des bacs jaunes. Pourquoi peut-être n'intégrerait-elle pas les points de collecte de déconsignation dans leur circuit de camion? Ça permettrait peut-être de répondre à l'enjeu des coûts fixes parce que... Voilà, oui, de récupération de la matière qui a de la valeur. Récupération de la matière, c'est déjà contre-compensation, bien sûr, mais peut-être qu'il y a un coût environnemental à réduire de cette façon. On parlait des coûts fixes des collectivités. Le rapport Vernier était... c'est le rapport dont on parlait au début. C'est le rapport de la mission de préfiguration de Jacques Vernier. De Jacques Vernier, absolument. Il l'a rendu il y a quelques jours. Qui souligne effectivement les gains potentiels de coûts pour les collectivités. Mais il invite surtout à approfondir, à confirmer toutes ces études. On souscrit totalement. Ça rejoint ce qu'on dit depuis le début. On a beaucoup d'études qui ne sont pas toutes indépendantes, qui sont rarement totalement globales. Et encore une fois, on est ouvert à plein d'hypothèses sur cette éventuelle mise en place de la consigne. Mais chaque hypothèse aujourd'hui pose des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Donc, ce sera la conclusion pour ce débat d'aujourd'hui. Continuons à répondre, à trouver les réponses aux doutes qui subsistent pour certains acteurs. Donc des bilans environnementaux, des ACV de la consigne, tout ce genre d'études. La poursuite du benchmark aussi, bien sûr. Oui, comparaison de ce qui se fait en Europe. Et espérons que la France sera enfin convaincue de mettre en place ou pas. Et avançons quand même rapidement, parce que par ailleurs, il y a une crise environnementale majeure. Désolée de plomber l'ambiance, mais voilà, on ne peut pas non plus... oui, alors que là, vous êtes plutôt une approche très prudente, on attend 2-3 ans, on regarde, on étudie, et peut-être qu'on ira. Mais on agit surtout. Sur le réemploi, il faut agir tout de suite maintenant, et sur la consigne pour recyclage, je pense qu'il faut continuer à avancer quand même concrètement. On ne peut pas se contenter de multiplier les études sans décision. Ce sera le mot de la fin. Merci à mes 3 invités d'avoir accepté mon invitation. Merci au public d'être venu assister au débat. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur actuenvironnement.com.